Merci. Passer aux questions des rapporteurs. Monsieur Falorni. Merci, mesdames et messieurs, pour vos propos introductifs qui marquent, j'allais dire, l'ampleur de la réflexion que mènent les loges depuis des mois, des années, et bien plus encore. Il a été fait référence au travail législatif et intellectuel d'Henri Caillavet. Et à travers le débat qui a irrigué la société, et ça a été dit, hein, ça n'est pas qu'un sujet médical, la fin de vie, c'est un sujet sociétal. Et toutes les auditions que nous avons eues avant, qui brassent l'ensemble des enjeux éthiques, philosophiques, juridiques de cette question, le démontrent. Alors je vais vous poser des questions assez précises parce que vous avez très largement et très précisément travailler ce texte. On a eu l'occasion, effectivement, comme vous l'avez indiqué, M. Hanoun, déjà d'échanger dans le cadre notamment d'une mission d'évaluation qui portait sur un autre texte et qui s'inscrivait dans un contexte d'un éventuel futur texte à venir. Aujourd'hui, nous sommes dans le vif du sujet. Il s'agit effectivement de recueillir votre avis, vos propositions sur le projet de loi dont nous aurons la responsabilité, sur lequel nous aurons la responsabilité de nous prononcer. Alors, je voulais vous poser 3 questions. D'abord, comment appréhendez-vous la notion de soins d'accompagnement qui apparaît dans le projet de loi dans son titre 1 et qui vise à englober les soins palliatifs dans une démarche qui serait marquée par plus d'anticipation et plus de pluridisciplinarité. Deuxième question qui concerne donc le titre 2 de ce texte concernant l'aide à mourir. Quelles remarques, quelles suggestions pourriez-vous nous faire pour définir les conditions d'accès, certains diront les verrous, et le philosophe Frédéric Worms nous disait hier que ceux qui ne croient pas au verrou ne croient pas à la loi. Et comme les législateurs croient à la loi, nous avons besoin de connaître votre avis sur ces conditions d'accès, que l'on pourrait considérer comme des verrous. Et le troisième point, quelles remarques pouvez-vous nous faire sur la procédure telle qu'elle est envisagée dans ce texte après l'avis médical, après l'acceptation médicale qui est également prévue. Voilà les questions que je souhaitais poser à chacune des 4 obédiences que nous avons l'honneur d'accueillir cet après-midi. Monsieur Martin. Merci Madame la Présidente. Je vais prendre le choix arbitraire de poser une question à chacune des obédiences présentes, mais ça n'empêche pas une autre d'y répondre. Donc dans l'ordre d'apparition, le droit humain, j'ai vu qu'il y avait plusieurs pages dans votre document consacrées aux directives anticipées que vous qualifiez de terminales. Quels sont les points les plus saillants, les plus importants? J'ai vu que vous alliez très loin avec des actes notariés, avec des certificats circonstanciés d'incapacité. C'est important la question des majeurs protégés. Donc, pouvez-vous dire quelques mots complémentaires? Et puis, pour ceux qui auront bien sûr de l'intérêt, nous lirons tout le document. Pour la Grande Loge de France, Monsieur Hanoun, j'ai cru comprendre que votre obédience ne souhaitait pas une nouvelle loi, et donc, par conséquent, se satisfait de la loi actuelle. Dans la loi actuelle, elle date de 2016, il y a une nouveauté par rapport aux précédentes, c'est la sédation profonde, continue, maintenue jusqu'au décès. Donc, je vous pose très directement la question, est-ce que l'on peut assimiler cette sédation à une aide à mourir? Et est-ce que cette mise en œuvre de la sédation, est-ce qu'elle répond à toutes les situations? Pour la Grande Loge de France, Madame Moatti, je crois, répondra. Que pensez-vous de l'intervention d'un tiers volontaire
au moment de réaliser l'aide à mourir, lorsque, dit le texte, le patient n'est plus en capacité de ingérer, de s'administrer la substance létale. Et puis, pour M. Guillaume Trichard, grand maître du Grand Orient, déjà dans nos interventions est apparue la question suivante: doit-on avoir un pronostic dans la loi à moyen ou à court terme? Et également la question de délai, on va être dans la temporalité, la question de délai de 3 mois au cours de laquelle effectivement la substance létale peut être délivrée au malade dans les cadres précis que l'article 5 a définis. Je vous remercie. Madame Maillard-Mianoury. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, ça va être une question assez courte qui s'adresse à vous tous et à vous toutes. Plusieurs d'entre vous ont évoqué le sujet de la dépénalisation de l'acte, en tout cas de l'aide à mourir. L'alinéa 2 du titre de l'article 5 du projet de loi prévoit explicitement l'aide à mourir est un acte autorisé par la loi et non pas interdit, donc c'est quelque chose de très positif, mais acte autorisé par la loi au sens de l'article 122-4 du Code pénal. Est-ce que jugez-vous cette mention dans la loi suffisante pour répondre aux inquiétudes que vous avez peut-être exprimées les uns les autres sur la dépénalisation, la protection juridique de celles et ceux qui peuvent accompagner les patients dans l'aide active à mourir? Je vous remercie. Madame Cristol. Merci Madame la Présidente. La première question s'adresse spécifiquement à Madame Bessas. Vous avez parlé d'une instance pour l'article 8, une instance d'éthique qui permettrait, si vous, tel que vous l'avez exprimé, d'avoir une efficience plus importante de la décision collégiale. J'aurais aimé que vous puissiez nous faire part de façon plus précise de votre sentiment sur cette proposition, notamment les articulations avec les instances d'éthique déjà existantes et l'éventualité donc des personnes qui pourraient être amenées à y siéger. Plusieurs d'entre vous ont évoqué une ouverture du droit, notamment sur le discernement, puisque vous avez été plusieurs à évoquer l'éventualité donc d'enlever la maladie, le terme psychiatrique, qui est bien déterminé sur ce projet de loi, et également d'ouvrir aux mineurs. Donc pour moi, ça représente également un point important en termes donc de capacité d'exprimer sa volonté libre et éclairée. Ça rejoint également la questionnement sur les mineurs, sur les majeurs protégés. Donc j'aurais aimé savoir si vous pouviez également apporter des précisions sur ces propositions que vous faites et l'articulation par rapport à un texte pour lequel vous l'avez particulièrement bien exprimé. Nous devons également avoir des garde-fous et des limites très strictes. Merci. Madame Fiat. Oui, merci Madame la Présidente. Merci à toutes et tous pour vos propos liminaires. Pour la Fédération française du droit humain, vous avez parlé d'une évaluation qui serait difficile. L'article 17 de ce projet de loi propose la création d'une commission de contrôle et d'évaluation qui serait chargée de 3 missions. Un contrôle systématique du respect des conditions d'accès de procédure d'aide à mourir, un suivi et l'évaluation de celle-ci par une information annuelle et par des recommandations, une gestion du registre des professionnels de santé disposés à y participer. Que manque-t-il dans cet article selon vous? Pour la Grande Loge de France, donc vous nous avez parlé du code des assurances à améliorer. Donc là, c'est l'article 20. Qui consiste donc à la neutralisation des dispositions législatives du Code des assurances et de la mutualité et qui prévoit des exclusions de garantie en cas de suicide et en cas de mise en œuvre de l'aide à mourir. Donc, même question, qu'est-ce qui manque et dans quel cas, quel amendement vous proposeriez concernant la clause de conscience des soignants? Pareil, l'article 16, je ne vais pas vous le lire, mais
Qu'est-ce qui manque dans cette clause de conscience? Pour la Grande Loge féminine de France, les questions ont déjà été posées. Merci de votre propos. Et pour le Grand Orient de France, si je reprends le début de votre discours, ça se rapproche à beaucoup de choses qu'on a déjà entendues sur un gros, enfin pour moi, un gros problème sociétal, peut-être pas pour d'autres, sur le tabou sur la mort dans notre pays. Et on en parle depuis quelques auditions. Et très simplement, que penseriez-vous de la création d'une journée éducative, donc pour nos enfants, sur la mort, pour les éduquer au fait que, comme la naissance, la mort est naturelle? Merci. Je vous propose, si vous voulez bien, que chaque loge dispose de 4 minutes pour répondre aux questions posées par les rapporteurs. Et je vous propose que nous démarrions dans l'autre sens, c'est-à-dire que... Monsieur Trichard, c'est vous qui démarriez, par exemple. Très bien. Bon, alors peut-être que mes deux frères compléteront sur quelques questions très précises. Sur la dernière question, sur l'éducation, moi je crois qu'elle est essentielle. Elle est essentielle, mais elle va être d'ailleurs essentielle. Alors, je mets à la fois éducation pour nos enfants, puisque nos enfants seront les futurs citoyens de demain. Donc évidemment, c'est pas le Grand Orient de France qui va vous dire que l'éducation publique, laïque, gratuite de la République doit être au cœur de la formation des citoyens de demain, avec la nécessité de les émanciper de tous les dogmes religieux qui peuvent venir les entraver dans leur propre pensée et les empêcher d'ailleurs de douter, de pratiquer le questionnement. Mais au-delà de ça, donc évidemment favorable à l'idée de pouvoir avoir, certainement d'ailleurs dans le cadre d'une éducation renforcée sur la laïcité. Sur la laïcité, puisque là je l'ai dit à mi-mot tout à l'heure, mais pour nous, cette loi est une loi de laïcité. Je le dis très clairement, c'est une loi de liberté, c'est une loi de laïcité, c'est une loi d'émancipation de tous les dogmes possibles, inimaginables, donc elle doit être profondément laïque. Mais donc, je parle d'éducation, mais je parle également de pédagogie, c'est-à-dire d'éducation tout au long de la vie. Et il faudra, je le crois, au terme de cette loi, de son vote, évidemment, pouvoir accompagner les citoyens, les citoyennes en répondant à leurs questions et très certainement, peut-être, en engageant un certain nombre de débats laïques sur le sujet. Sur la question du discernement, qui est une très bonne question, moi je crois que quand on a 17 ans et 6 mois, qu'on est autorisé à conduire, à tenir un volant et donc de potentiellement pouvoir provoquer un accident sur la route, eh bien, je crois qu'on est en capacité de discerner. C'est pour ça que je dis que autant sur les questions, sur les verrous, pour reprendre le terme de Monsieur Falorni, les verrous qui sont nécessaires à cette loi, on peut comprendre les verrous médicaux qui vont être mis, mais le sujet du verrou administratif sur la majorité et la minorité, la frontière est très floue, parce que dira-t-on un mineur de 17 ans et demi atteint d'un cancer très douloureux, parce qu'il n'aura pas la majorité, il ne pourra pas rentrer dans le dispositif d'aide à mourir. Voilà. Et il faudra qu'il continue de souffrir jusqu'à l'âge de sa majorité. Donc c'est une vraie question, je le sais, une vraie question philosophique, mais je souhaite d'ailleurs qu'elle soit plus philosophique qu'administrative. Parce que la majorité sexuelle, c'est pas 18 ans. Parce que je parlais tout à l'heure de la majorité pénale, c'est pas 18 ans. Et donc, la question à laquelle vous devrez répondre, parlementaire, ça va être une de ces questions qui va se poser. Et je terminerai là-dessus en faisant un parallèle avec ce qui s'est passé en Belgique. Lorsque le dispositif a été revu et qu'il a été étendu aux mineurs, il y avait des cris sur des dérives possibles. Finalement, je crois qu'en termes de tristes statistiques, on est à 5 mineurs concernés depuis que la loi a évolué. C'est pour ça, je crois qu'il faut être très factuel, il faut être
nous sommes des obédiences maçonniques, nous sommes donc attachés à la fois au débat philosophique, mais surtout à la raison et aux sciences. Et donc, évidemment, je crois que vous allez être amené à avoir ce genre de débat qui prendra certainement du temps, mais qui sera éminemment nécessaire. Merci. Je crois que c'est Madame Moati qui répond aux questions. La Grande Loge des femmes. Donc, je vais commencer par juste répondre sur le tabou de la mort et je reviendrai après à la question posée directement. Il y a une phrase de Rita Montalcini que j'aime beaucoup, qui est « Donnez de la vie à vos jours plutôt que des jours à votre vie ». Elle a eu le prix Nobel, c'est la première femme à avoir eu le prix Nobel de physiologie en médecine. Elle a eu une vie dans des camps de concentration, enfin, pas complètement, mais enfin, elle a connu cette période-là. Et donc, le tabou de la mort, c'est quel sens donne-t-on à notre vie? Et c'est là que se pose effectivement le problème de l'humain et de qu'est-ce qu'on considère dans la vie et dans la mort. Est-ce que chacun et chacune pense et a le droit de se penser comme il ou elle l'entend? Si personnellement, je pense que j'ai plutôt envie de donner des jours à ma vie, ben chacune peut le faire. C'est ça ce que j'appellerais le tabou sur la mort. C'est une question intime et cette loi, elle est individuelle et collective parce qu'elle relève de l'intime, elle relève du sens de la vie, elle relève de la finitude. Et dans la période que nous vivons aujourd'hui avec les guerres, on peut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on appelle la mort et quand on a, ça n'a peut-être rien à voir, mais quand on voit le nombre de personnes qui décèdent du fait d'une pollution accrue, ça aussi, c'est quelque chose que notre société pourrait mettre en parallèle de quel est le droit à la vie et quel est le droit à la mort. Je reviendrai à la question que vous m'avez directement posée, un tiers volontaire. Oui, si la personne ne peut pas, et est clairement définie dans les directives anticipées, qui sont, à mon avis, pas suffisamment prises en compte dans cette loi, parce qu'on ne les voit pas, il faudrait vraiment qu'elles aient un sens et qu'elles soient appliquées et qu'elles soient définies et qu'elles soient prises en compte. Parce que la collégialité d'un groupe de médecins ou externe qui va faire que la personne sera éligible ou pas ne correspond pas, à mon avis, à la réalité des choses. Et il est bien dommage qu'on n'ait plus vu ni les directives anticipées, ni la personne de confiance. Parce que ça remettrait aussi en parallèle le problème de quand on devient inconscient sur les 3 mois de temps, eh ben on a déjà rédigé nos directives anticipées. Et c'est le problème qui se pose aussi quand, sur ce droit de choisir, quand on a prévu de le faire et qu'on a répété nos directives anticipées et qu'on a une personne de confiance, il est bien dommage dans cette loi, qui est une réelle avancée, qu'on ne le voit pas vraiment. Fort de cela, si une personne, dans les conditions de cette loi, n'est plus capable de se donner la mort et qu'elle a des personnes qui sont un tiers qui est d'accord, oui, mais il y a plusieurs façons d'aider une personne à mourir. Il n'y a pas obligatoirement d'injecter une seringue. Il y a même aujourd'hui des possibilités, on n'arrête pas de parler de l'intelligence artificielle en médecine, il y a quand même aussi des possibilités de faire en sorte que, si on reste dans l'injection, puisqu'on veut me faire dire que c'est une injection létale, si on reste dans cette injection, ne serait-ce que par un clignement de l'œil, on peut faire pousser une seringue. Donc on peut, avec quelqu'un qui va venir vous soutenir et qui sera là, non pas pour injecter et donner la mort, comme on voudrait que je le dise, mais avec quelqu'un qui va vous soutenir et vous tenir la main et vous aider moralement à faire en sorte que cette seringue soit poussée et que la personne puisse partir sereinement. Et puis à côté de ça, il y a plein d'autres méthodes. On peut donner des comprimés, on peut, si la personne est capable d'avaler, donc oui, je suis favorable à ce qu'il y ait une personne, et non seulement je suis favorable, mais heureusement qu'il y a des personnes qui accompagnent, parce que c'est aussi le dernier soin d'aider quelqu'un à mourir, une personne que l'on aime et que l'on n'a pas envie de voir souffrir. C'est horrible de voir quelqu'un souffrir. C'est horrible de voir, enfin, pour moi, pour d'autres, non. Mais en tout cas, pour les personnes qui considèrent que c'est horrible, les aider à passer cet instant-là, les aider en leur tenant la main, c'est quelque chose de fantastique. Et c'est effectivement
pour moi, le dernier soin et le dernier acte d'amour. Donc, je pense que là, j'ai répondu à votre question. Qu'est-ce qu'il y avait? Oui, sur la question du discernement, si j'ai 2 minutes de plus, je pense que la question du discernement rejoint effectivement la question des directives anticipées telles que je viens d'en parler. Et je vais rajouter un dernier point sur les mineurs. J'ai pris au tout début de ma carrière, j'étais biologiste et je prenais des gardes de réa en biologie à Garches. J'ai vu en réa un nombre de gamins finir dans ce qu'on appelle le centre des Molières. Quand j'y pense encore aujourd'hui, j'en suis malade. Eh bien oui, je pense que c'est pas eux qui vont décider, mais une loi qui dépénaliserait effectivement les personnes qui sont confrontées ce jour-là à cet acte-là. C'est la moindre des choses pour que l'on puisse avoir des personnes qui vivent dignement. Parce qu'après, je ne sais pas ce que c'est devenu les Molières aujourd'hui, mais quand je disais à des médecins ou à d'autres collègues, mais allez voir ce qui se passe, eh ben, ces gamins-là, ils étaient abandonnés. Ça fait des gamins abandonnés, ça fait des familles qui s'en remettent pas. Tout ça parce qu'il faut aussi savoir, avec la technique, peut-être qu'il faut aussi savoir quand arrêter. Et le médecin aide à soigner. Le médecin n'aide pas un acharnement. Et c'est très, très dur pour un médecin de savoir où un personnel soignant va être la limite. Où je vais m'arrêter pour que l'acte que je suis en train de faire va aider la personne à bien vivre, à pouvoir vivre d'une façon qui lui permettra de ressentir et d'être, ou alors qui fera d'elle un légume et qui rendra désespéré tout son environnement. Voilà, j'ai dit. Merci, Monsieur Hanoun. Puisqu'on a cité Henri Caillavet, j'étais assez rouge. Je dis, puisqu'on a cité et utilement Henri Caillavet, je ne peux pas ne pas citer Pierre Simon, puisqu'il a été le grand maître de la Grande Loge de France, qui est la 2e obédience française, et tout ça pour les statistiques. Pour le reste, sur le plan pratique, les questions d'Olivier Falorni sur les soins d'accompagnement et les soins palliatifs sont-ils liés? A priori, on va dire oui, dans la mesure où on n'est pas obligé de rentrer dans un service de soins palliatifs pour avoir ou bénéficier de soins d'accompagnement. Et c'est en ça qu'il faut que les choses soient mieux définies et mieux précisées, dans la mesure où il y a un problème de formation des soignants, et je dis des soignants et pas seulement des médecins, qui sont formés à la vie, au curatif, et la mort n'est pas nécessairement un sujet de formation. Et je pense que beaucoup d'efforts doivent être faits, que la loi peut inciter sur ce point à le faire ou à faire évoluer un certain nombre des programmes pour prendre en considération cet aspect-là des choses. Puisque j'ai que je ne m'étale pas plus. Sur les verrous qui ont été évoqués, l'important, c'est comme les principes. C'est Victor Hugo qui disait, à force d'appuyer sur les principes, ils finissent toujours par céder. Tout le problème, ce n'est pas seulement les verrous, c'est que les verrous tiennent. Parce qu'il y a plein d'exemples qui montrent que les verrous ne tiennent pas une seconde et qu'on utilise des prétextes divers et variés pour faire en sorte qu'ils évoluent. Alors, je ne suis plus législateur, je parle d'un autre, à partir d'une autre place, mais je crois qu'il faut que la manière dont les verrous sont exprimés, sont définis, soient les plus clairs possibles et ne soient pas simplement soumis, parce que j'ai entendu aussi beaucoup des interventions qui ont été faites ici en disant mais ça c'est prenez ce qui vient et puis on verra bien après. J'ai entendu comme d'autres. Je pense qu'il faut aussi être clair. Quand les lois sont faites, encore faut-il qu'elles soient appliquées et pour qu'elles le soient, qu'elles soient applicables. Et donc il paraît important que chaque étape soit claire et le plus clair possible. C'est le rôle de la loi, mais c'est aussi le rôle de tout ce qui va suivre la loi, c'est-à-dire la formation, l'administration et les décrets et autres éléments en ce qui concerne l'application. Il y a un rôle important
de suivi. C'est pour ça que nous avons proposé un comité de suivi et j'ai dit de revoyure, mais vous trouverez les termes ad hoc sur ce point pour qu'il y ait une révision, s'il y a lieu, régulière, en tous les cas un bilan qui soit fait. Sur la notion de discernement, c'est la question la plus difficile qui soit, je crois, parce que, et c'est pour ça tout à l'heure que je disais un certain nombre d'éléments, difficiles quand on a une seringue ou un comprimé ou une prescription à faire par rapport à ça. Parce qu'on prend toujours des exemples, comme la maladie de Charcot d'un côté, ou le gamin de 17 ans et demi, certes. Mais il y a le gamin de 10 ans qui n'a pas de discernement spécifique et qui a une maladie incurable, un cancer, etc. Qui c'est qui prend la décision, même à 17 ans et demi, normalement, dans les lois de la République? Ce sont les parents qui sont les responsables de cet enfant qui n'est pas majeur. Donc, on va cumuler un certain nombre de préoccupations par rapport à cela. Si je fais la réponse qui consiste à dire c'est cas par cas, c'est une réponse qui est intenable sur le plan pratique. Si c'est une réponse qui généralise, allez, les enfants, la psychiatrie, etc., les verrous n'ont plus lieu d'être. Et je partage l'idée de Frédéric Worms, que vous avez rapportée tout à l'heure, qui est que s'il n'y a pas de verrou, il n'y a pas de loi. Et donc, la loi n'a pas de sens sur ce point. Donc, je crois que c'est la chose la plus difficile. Il y a eu un choix qui a été fait dans le texte qui est présenté. Je pense qu'il est bon et que, déjà, tenons-nous-en à cela, ce qui paraît important. Parce que, quand on parle des dérives, il y a les maladies qu'on évoque, mais il y a aussi des dérives. Et quand on regarde dans le fond ce qui s'est passé en Belgique et ce qui se passe en Hollande, il n'y a pas que 5 cas ou que quelques cas, il y en a quand même bien plus, et des articles qui ont été publiés, y compris par un des apôtres de l'euthanasie, puisqu'il faut utiliser les mots comme ils sont dans les autres pays, se disent ou disent s'être trompés. Au rapporteur, M. Martin, s'il a compris que je n'étais, ou que la Grande Loge de France n'était pas favorable ou ne souhaitait pas une nouvelle loi, c'est dommage parce que je vais lui remettre de façon très officielle et publique le texte dont le titre c'est pour une évolution de la loi. Non mais il l'a reçu, mais je sais que s'il est difficile le classement parce que vous êtes inondé de papier, mais vous lirez, il y a pour une évolution de la loi, donc il n'y a pas de discussion sur le fait qu'il y ait une nouvelle loi, mais pas n'importe quelle loi. Donc c'est pour ça que vous nous interrogez d'ailleurs par rapport à cela. Ce n'est pas de dire on fait une loi. Aujourd'hui, quand on dit la Commission européenne ne marche pas, on vous dit vous êtes contre l'Europe, voilà, etc., etc. On peut avoir un point de vue sur un certain nombre de questions sans pour autant être hostile à la fois à l'évolution et à un certain nombre des éléments tels qu'ils sont. Donc, vous lirez peut-être les différents éléments contenus dans ce texte. En tous les cas, l'idée qu'il y ait une nouvelle loi est inscrite dans l'histoire. On est là précisément parce qu'il y aura un vote sur une nouvelle loi et je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle sera votée. En revanche, quelle loi sera votée, c'est celle-là qui est important. Le texte qui est présenté comporte et des verrous et un certain nombre d'éléments. Mais la force de l'amendement, la force des pressions extérieures, etc., présente un certain nombre d'éléments qui évoquent un certain nombre de choses. À la question concernant la dépénalisation et la réforme du Code des assurances que j'ai évoquée. Alors, sans rentrer dans les détails, mais on peut le faire, il y a aujourd'hui, vous avez une assurance vie, si vous vous suicidez, vous n'êtes pas pris en considération puisque le suicide, dans les contrats d'assurance vie, pose un certain nombre de problèmes. Donc, rien que ça, petit exemple, mais qui est quand même important dès lors qu'on parle, même si les mots... Non, mais d'accord, dans la loi, on ne parle pas de suicide assisté, on ne parle pas de tas de trucs. Précisons-le, ça évitera beaucoup de... Non, mais... Chère Madame le rapporteur, je n'ignore rien du texte.
Je sais aussi comment la subtilité des textes peut être modifiée. C'est pour ça qu'il y a tellement de juristes et de gens qui vous interpréteront tout ça par une QPC ou par un certain nombre de trucs. Précisez-le, précisons-le, et on aura moins de problèmes, ou on en aura peut-être plus, ou pas, par rapport à un certain nombre d'éléments d'interprétation sur ce point. S'il n'y en a pas besoin, c'est que c'est clair, disons-le dans la loi en tant que telle, ou dans les exposés des motifs de chaque article. Mais précisons-le, de façon à éviter cette contradiction permanente et fréquente qu'il y a entre faire un texte pour la prévention du suicide et un autre en même temps sur préparer à la mort, même à l'aide à mourir dans de bonnes conditions, etc., etc. Il y a des problèmes juridiques par rapport à la personne de confiance, par rapport à un certain nombre d'éléments. On les a repris, je ne vais pas les développer, mais ils se posent. Si vous estimez qu'ils ne se posent pas, si j'ose dire, que Dieu vous entende. Et je fais exprès de dire ça comme ça, de la place qui est la mienne. Et je le dis à l'Assemblée nationale. Mais chacun peut avoir des... Il y a beaucoup d'idolâtres aussi. Donc, Merci. sur le plan pratique... Si, on va passer à la droit humain pour les réponses. Pardon ? Je n'ai pas entendu. Pas si Dieu nous entend dans cette enceinte. En tout cas, j'espère que les députés nous entendront. Je vais simplement reprendre, et je laisserai répondre ensuite ma consoeur Martine, sur d'autres points, mais sur la question d'autoriser au sens de l'article 122.4 du Code pénal. Il y a quand même un petit problème sur le terme autorisé. Qu'est-ce que l'article 122.4 du Code pénal ? C'est ce qu'on appelle les articles sur les faits justificatifs. Le militaire qui tue en situation, etc., la légitime défense, etc., etc. Ça veut dire que si on disait dans un texte de loi « Je vous autorise à tuer au nom de l'article 122.4 », il faudrait effectivement dire « Je vous autorise à tuer, etc. » sous les conditions suivantes d'être en légitime défense, d'être un militaire agissant sous l'autorité, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas plus simple de dire les faits justificatifs, dont effectivement l'aide à mourir, sont des faits qui dépénalisent? Alors, c'est certes un petit peu philosophique comme réflexion, mais si vous dites autoriser, ça veut dire que vous autorisez, au nom de l'article 122.4, pour l'instant, l'aide à mourir ne fait pas partie des faits justificatifs, donc il faut bien la rajouter dans le Code pénal, et vous dites autoriser. C'est ça qui est un petit peu choquant. Donc l'idée, eh bien, c'est tout simplement de dire ce qui est, c'est-à-dire que ce fait est dépénalisé pour celles et ceux qui y participent, préparateurs en pharmacie, médecins, aidants qui éventuellement devra administrer une substance, etc., etc. Donc pour tous ceux qui participent au processus. C'est beaucoup plus simple de le dire en termes non équivoques, dépénalisation de tous les intervenants. Je poursuivrai sur l'éducatif. Éduquer les enfants, ça me semble important, mais il ne faut pas oublier que ça doit être plus général, que ça doit être aussi les parents, et qu'il faut savoir parler aux parents et aux adultes. Mais je rappellerai que nous proposons aussi un amendement numéro 2. Il est évoqué les mineurs, et il est évoqué leur dossier médical. Or, ils ont le droit de s'opposer éventuellement à ce que certaines informations apparaissent dans leur dossier médical. Et ça, il me semble absolument essentiel de préserver cette information, de les accompagner et de leur dire ce droit d'opposition. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester prudent par rapport à la loi pour l'instant. C'est ce qu'on évoquait. Quant à la difficulté que j'ai évoquée par rapport aux soins d'accompagnement, c'est que devenant plus large que les soins palliatifs, eh bien, il y aura plus d'intervenants, il y aura plus de volume, plus de tissage, et en ce sens, ils peuvent être plus difficiles à évaluer et que peut-être on saura moins là où il y aura des manques. Voilà ce que je disais. Ensuite, quant à la procédure, alors, une des premières choses qui nous a choqués en lisant le texte, c'était de trouver
un texte un peu froid et où le rôle des médecins était un petit peu... enfin, des médecins et des paramédicaux étaient un peu réduits à leur acte, alors que justement, il s'agit vraiment de quelque chose, je dirais, de vital, de absolument humain, où l'humanitude doit être perceptible. Et c'était pas perceptible pour nous. Et on faisait une recommandation que je n'ai pas pu évoquer, celle que, au minimum, soit précisé que la personne qui accompagnerait le jour de l'aide à mourir, elle ait au moins rencontré la personne, qu'elle ait au moins créé une relation. Ça nous semblait indispensable que ça apparaisse. Enfin, c'est aussi dans la procédure, même si ça peut être enfin, c'était d'être attentif à la personne volontaire désignée par la personne demandant l'aide à mourir. Moi, j'y vois une volontaire désignée. Et je me dis qu'il faut que la société soit extrêmement... Quand je dis « je », c'est pas moi, c'est la commission éthique, bioéthique, et c'est le droit humain derrière moi. Le risque, il faut prendre en compte le risque de deuil pathologique. Et dans ce cas-là, il y a un partage de responsabilités avec la collectivité. Il faut qu'on en soit vigilant. Je crois que ça peut être aussi étendu aux équipes soignantes et peut-être aux aidants. Enfin, dans la procédure, la clause de conscience, pour nous, elle doit être appliquée à tous et tout le temps, à tout moment. Même si l'on est professionnel et que l'on a déjà accompagné une personne, je crois qu'il faut qu'on puisse être autonome dans la décision et que la décision puisse être contextualisée, s'adapter à chaque cas, à chaque relation. Ensuite, une chose qui nous choquait un peu, c'est les médecins et éventuellement l'infirmier hors de la salle. Ça, c'est accessoire. Par rapport au contradictoire, le contradictoire, pourquoi nous avons proposé cet amendement? Quand on regarde les personnes qui sont convoquées, dans le texte, il est dit qu'est envisagée la consultation d'un médecin qui ne connaît pas la personne et d'un intervenant qui connaît la personne. Les autres consultations, éventuellement, ne sont envisagées que sous la forme du possible. Et ça nous a semblé un petit peu choquant quand on fait la comparaison, par exemple, avec la sédation profonde et continue, où là, il y a une décision médicale, mais après consultation collégiale. Par exemple, pour les soins sous contrainte, c'est 2, voire 3 certificats qui sont demandés et une décision de justice. Et donc, en réfléchissant à partir de ça, on s'est dit qu'est-ce qui existait? Alors, c'est peut-être à travailler, c'est peut-être pas abouti, mais on s'est dit que faire appel à quelque chose qui existait, qui était déjà en place, au moins dans les hôpitaux locaux, ça pouvait être une idée qui permettait d'avoir un contrôle a priori et qui peut-être assurait un verrou peut-être plus facile à mettre en place. Les directives anticipées terminales, c'est la question. Alors, pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que les directives anticipées, telles que dans la loi Clay-Leonetti, au moins dans la loi, n'étaient pas prises en compte. Et que ça nous semblait important, dans certains cas, dans un souci d'égalité, d'équité, un peu comme dans le handicap, on prévoit une compensation, on souhaitait qu'il y ait éventuellement une compensation pour la personne qui n'avait plus la capacité de s'exprimer, mais qui avait fait des directives anticipées terminales. Donc on a, en se basant sur le mandat de protection future, on a mis en place une procédure et ensuite, parce on s'est dit que peut-être il fallait voir si ça pouvait être assez rapide quand il y avait la demande, on s'est aperçu qu'on pouvait faire une procédure telle que ça pouvait prendre, en 24 heures, on pouvait avoir accès
un registre des directives anticipées et savoir quelles elles étaient. Ça pouvait être aussi bien un oui qu'un non à une procédure d'aide à mourir. Est-ce que j'ai répondu? Pas tout à fait. Il y avait peut-être l'article 17 également, puisqu'il fait appel au Conseil de l'ordre, alors qu'en fait, il faudrait plutôt faire appel au procureur de la République en cas d'infraction pénale. Ça, c'était... Et ça, c'est un point important aussi sur l'article 17. Merci. On va passer aux questions.